Donc bonjour à tous, donc bienvenue pour cette vidéo où on va essentiellement regarder les énergies de la semaine, où on a l'entrée de Vénus, Mercure, Soleil dans le signe du Cancer et la pleine lune qui va se faire dans la lune étant Capricorne. Donc on est vraiment dans l'axe Cancer-Capricorne, dans l'axe de la sphère intime avec la sphère individuelle, collective et la responsabilité collective. Donc c'est vraiment ce qui est mis en lumière et on vient aussi, je n'ai pas fait de vidéo la semaine passée, d'une semaine assez agitée la semaine dernière avec ce carré Mars-Pluton qui a mis le ton de créer un rapport de force où les forces un petit peu qui étaient sous-jacentes, sous terre, ou vous savez, tout le pu qu'on ne voulait pas voir avec Mars-Pluton. Je suis désolée, c'est pas très joli comme métaphore, mais on est vraiment dans le langage plutonien où on a l'impression, surtout Pluton en Verseau, que pour aller vers ces idéaux du Verseau qui sont des idéaux de fraternité, de table ronde, où tout d'un coup, on sortirait justement de ce fameux Capricorne régi par des institutions qui exercent le contrôle ou qui ont une ambition démesurée en lien avec l'exercice du pouvoir. C'est comme si, avec l'entrée de Pluton en Verseau, et on en a pour 20 ans, pour vraiment arriver à mettre en place ces idéaux, moi que j'aime bien appeler de table ronde, c'est-à-dire d'horizontalité, de fraternité, de tolérance. Un des mythes du Verseau, c'est le porteur d'eau, hein, c'est Ganymède, et Ganymède est un humain qui devient un porteur d'eau. Donc tout d'un coup, il atteint un niveau céleste, puisque c'est celui qui donne l'eau, hein, le mana des dieux, puisque Zeus était tombé amoureux de lui. Et souvent, le Verseau indique un retournement dans la hiérarchie aussi, entre ceux qui exerçaient le pouvoir et ceux qui le subissaient. Mais la planète Pluton a tendance à vouloir toujours appuyer, c'est une image qui est souvent prise, hein, ça va appuyer sur tout ce qui était dans l'ombre pour ce qu'il y ait une purification et une résurrection, il va falloir aller chercher l'éboueur cosmique, hein, qui est Pluton, tout ce qu'on ne voulait pas voir, hein, tout ce qu'on ne voulait pas voir collectivement. Donc, ça, c'est moins mon domaine. Donc, vous pouvez faire des liens, mais je me sens moins à l'aise parce qu'il faut avoir une connaissance des cycles et de l'astrologie mondiale plus poussée que je n'ai pas encore, ou c'est pas le domaine où j'ai approfondi mes connaissances. Mais au niveau individuel, c'est vrai que Pluton fait toujours ressortir toutes les mémoires justement stagnantes, tout ce qui était stagnant. Et qu'est-ce qui est intéressant cette semaine, c'est qu'on est dans l'axe Cancer-Capricorne, et je vais essayer vraiment, au travers de la mythologie, de vous parler de l'importance des deux, c'est-à-dire que la pleine lune qui aura lieu dans le signe du Capricorne, donc le signe du Capricorne, c'est souvent, moi quand j'avais commencé l'astrologie, j'avais toujours l'impression que le Capricorne, c'était les loups aux dents longues qui avaient une ambition démesurée et qui, la fin justifie les moyens, vous savez, un peu Wall Street, hein, les loups de Wall Street. Le symbolisme profond du Capricorne, c'est la chèvre de mer, d'ailleurs, qui vient nous rappeler que dans cette montée et dans cette ascension et dans cette quête de l'ascension, hein, qui a été confondue, je pense, avec l'ambition, pour vouloir souvent changer les structures, impacter le monde, créer, on pourrait dire, une forme oui, d'idéal aussi. Il y a quand même une beauté dans le Capricorne, d'un idéal éthique, d'un idéal intègre, d'une forme de pureté, la pureté au sens d'avoir enlevé toutes les couches de la terre pour trouver le quartz. Mais la chèvre peut s'assécher si elle oublie justement de se nourrir des eaux du Cancer. Et les eaux du Cancer, c'est les eaux matricielles, c'est les eaux de notre vie psychique, de notre vie intérieure, hein. Et donc, il y a un lien qui est mis en lumière, et vous retrouvez ça aussi au moment du solstice, et donc au moment aussi de l'hiver, dans certains textes. Alors je ne me rappelle plus si c'est la tradition sumérienne, je sais que je l'ai lu quelque part, mais je crois que c'est dans un livre. Euh, le Cancer était décrit comme la porte des hommes et le Capricorne comme la porte des dieux. C'était le lieu en fait où les âmes incarnaient et où les âmes repartaient. Hein, si vous regardez beaucoup, ça c'est quelque chose qui est assez fascinant, qu'on oublie tellement l'astrologie est devenue une sorte de vulgarisation horoscopique. On oublie la beauté qu'il y avait avant, qu'on retrouve notamment en Égypte, que lorsque une étoile naissait, c'était une âme, en fait, hein, lorsqu'une étoile monte, c'est une âme qui prend vie. Et puis, les étoiles, quand elles se couchaient, ou des fois vous les voyez plus dans la voûte céleste, elles allaient mourir, et c'était aussi les âmes qui mouraient, hein. Et cette idée aussi que vous retrouvez parfois
que le centre galactique qui se trouve en Sagittaire, c'est le lieu où naissent et meurent les âmes, au même endroit que les étoiles. Moi, je trouve ça magnifique, en tout cas très poétique, et ça nous rappelle aussi quelque chose. Donc, je vais revenir sur l'importance de cet axe Cancer-Capricorne. Donc, le Cancer, on a tendance à l'associer dans les mots-clés à la famille, et je pense que c'est vrai, et à la fois, c'est pas si vrai que ça ne lui rend pas vraiment toute sa beauté symbolique. Dans l'étape Cancer, on pourrait dire, on est au moment de la douceur, de la fécondité. C'est vraiment le gardien du temple intérieur aussi, le Cancer. Il y a une forme d'extrême vulnérabilité au monde extérieur, une immaturité aussi, parfois émotionnelle, que vous allez retrouver dans le Cancer, parce qu'il y a la peur de sortir, on pourrait dire, de chez nous, hein. Et d'ailleurs, une des ombres du Cancer, qu'on peut retrouver actuellement, j'allais dire, assez littéralement dans le monde, c'est une forme de repli identitaire, un attachement excessif à nos sécurités. Il y a un côté très protectionniste dans le Cancer, de vouloir se sécuriser dans l'appartenance, de remettre des frontières là où on voulait au contraire peut-être abolir certaines frontières. Et d'ailleurs, quelque chose qui est très intéressant au niveau du symbole du Cancer, c'est que le régent ésotérique du Cancer, c'est Neptune. Et je trouve que ça nous aide peut-être à dépasser justement ce besoin de se replier sur un sentiment d'appartenance ou certaines identités, puisque Neptune, lui, ce qu'il cherche finalement, c'est sa famille qui le relie à l'entièreté, c'est qu'il arrive à voir l'unité dans chacun, hein, sans pour autant mettre des frontières ou mettre des barrières. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté cette semaine, c'est qu'on dialogue encore avec Neptune, c'est-à-dire euh, Neptune peut provoquer une grande désillusion aussi, c'est-à-dire une crise de foi, une crise de trahir, d'être trahi par le divin aussi. Neptune, comment on peut aspirer à une telle connexion avec le tout, comment on peut évoluer dans nos consciences et à la fois voir ce repli, j'allais dire, des fois dans l'ombre du Cancer, de vouloir de se sécuriser dans ce qu'on connaît, hein, et pour ce faire, de devenir aussi l'ombre de l'archétype du Cancer qui est associé beaucoup à la grande déesse mère. Et c'est vrai qu'on retient souvent cette partie du Cancer puisque c'est le domaine de la Lune, donc il y a ce côté très nourricier, fécond, doux, gentil. Mais allez lire les mythes et l'aspect de la mère dévoratrice, destructrice, que vous retrouvez beaucoup justement dans la mythologie sumérienne ou babylonienne avec Tiamat, mais qui allait reprendre ces choses, qui allait les étouffer et qui allait les détruire, est aussi présente, hein. Donc il y a vraiment ce double aspect. Il y a la beauté, j'allais dire, d'une fécondité intérieure, hein. Quelqu'un d'ailleurs qui avait Mercure et Vénus en Cancer, c'est Jung, il les avait conjoints. Donc on sait, hein, pour ceux qui connaissent le livre rouge, son étude sur les rêves, l'important de cultiver notre vie intérieure, puisqu'on va rencontrer le soi, hein. Et il avait dit souvent, quand on lui avait demandé comment éviter certains conflits dans le monde, que ça allait dépendre de la quantité d'individus qui pourraient soutenir la tension des opposés en nous, hein. Donc c'est vrai que le Cancer, il vient nous rappeler quelque part aussi l'importance de ce travail intérieur, de cette harmonisation, de cultiver notre temple, de rester des gardiens. Mais bien sûr, il doit toujours s'équilibrer avec le Capricorne, et c'est ce que vient nous rappeler cette pleine lune. C'est-à-dire que le Capricorne, ça va être avoir la maturité, en tout cas se responsabiliser dans le sens de répondre de. L'étymologie, hein, de responsabilité, c'est répondre de quelque chose, donc de répondre de toutes nos planètes, on pourrait dire. Donc là, avec Vénus, c'est répondre de nos sentiments, de nos aspirations, de nos désirs, de qu'est-ce qu'on a envie de créer, hein, quel lien on a envie de tisser avec les autres. Mercure en Cancer, ça peut être répondre de nos pensées, de ce qu'on va vocaliser ou pas, de ce qu'on va choisir de cultiver en termes de pensée à l'intérieur de nous, ou aussi pour impacter ou pour porter notre voix, hein, puisque le Capricorne, ça va être comment je m'engage, mais ce n'est pas l'engagement au sens militant du Verseau. Le Capricorne, ça va être cette contribution à l'extérieur, d'exister dans notre sphère collective, dans nos métiers respectifs, qui peuvent être ce que les Grecs appelaient nos praxis, c'est-à-dire est-ce que comment on pourrait dire ça, ma praxis que je fais au quotidien
se fait avec le Capricorne, on est dans l'importance que ce soit intègre, que ce soit respectueux, qu'il y ait une éthique, hein. Et je pense que le Capricorne, on l'a beaucoup... on a eu Pluton en Capricorne, tout le Covid s'est passé avec énormément de planètes en Capricorne, hein, avec cette promesse du Verseau, c'est-à-dire cette promesse que en détruisant, en purifiant certaines institutions, on allait retrouver une table ronde, hein, vous allez m'entendre prendre cette métaphore-là, la métaphore, hein, de chacun a son siège, mais n'oublions jamais que dans le mythe de la table ronde, pour que chacun puisse régner, il a fallu trouver le Graal, c'est-à-dire qu'il a fallu aller chercher le trésor de la vie intérieure. Et le Cancer, on pourrait dire, c'est l'étape justement où on prend conscience de la richesse, de quelque chose en nous qu'on a envie de cultiver, mais qui doit, en tout cas, enfin qui doit, je me sens, qui vient s'équilibrer, j'allais dire, avec la responsabilité du Capricorne, d'en faire quelque chose, d'exister à l'extérieur de nous-mêmes et de ne pas se replier ou de s'enfermer. Ce besoin d'ailleurs d'enfermement, hein, enfin ce besoin d'enfermement, pardon, c'est que je lisais mes notes, cet enfermement du Cancer, vous le retrouvez dans le mythe de Narcisse, qui est parfois associé au Cancer, hein. Donc on a retenu souvent, hein, le côté narcissique, psychanalytique, où il tombe amoureux de son reflet, mais il y a aussi, dans un premier temps, il y a la nymphe Écho qui est amoureuse de lui, et seulement elle entend son écho, il ne peut pas l'entendre. Donc il y a beaucoup d'indicateurs, hein, vous pouvez aller relire ce mythe. Narcisse est enfermé en lui-même. Il ne peut pas s'ouvrir à quelque chose. Il a du mal à se transformer, hein. Il est dans une forme de narcose. Alors, il deviendra un narcisse, qui sont ces plantes un peu soporifiques, hein. Donc, il y a quelque chose, des fois, dans le Cancer aussi, où on peut vivre une forme d'enfermement. L'enfermement du Cancer, il est très lié à la Lune. Et ceux qui me connaissent entendent souvent dire que la Lune, c'est le refuge de la mémoire. Ce n'est pas de moi, c'est de Caruti, qui est un astrologue argentin. C'est le refuge de la mémoire, et c'est aussi le lieu où justement on va alimenter ces mémoires sécuritaires, on va se réfugier quelque chose et on va oublier justement peut-être de répondre à un appel, que ce soit l'appel du bélier qui nous mettrait en quête de vouloir, c'est le guerrier, on pourrait dire, qui veut aller combattre quelque chose, ouvrir de nouveaux horizons, qui se dit qu'il y a des nouveaux possibles, des nouvelles graines. L'appel aussi du Capricorne qui se dit, mais il y a une richesse dans ma vie intérieure que j'ai envie de se voir reflétée dans le monde, comment je peux contribuer, quelle est ma praxis en fait pour participer à ces structures-là, hein. Mais il y a tout le défi du Cancer qui est de nous apprivoiser aussi, d'apprivoiser le monde émotionnel, hein. C'est aussi cet apprentissage d'écouter ces émotions sans qu'elles nous débordent et deviennent justement cet enfermement et provoquent cet enfermement sous l'eau, hein. On est enfermé dans nos eaux intérieures. Et ça, vous le retrouvez beaucoup dans un des travaux d'Hercule, qui est la biche de Sérigny, où Hercule, pour apprivoiser la biche, hein, qui est souvent un animal associé à Artémis, donc à ce côté sauvage, à ce côté farouche, à ce côté en nous qui n'a pas été civilisé aussi, toutes les armes ne fonctionnent pas, hein. Il va falloir qu'il la serre contre son cœur pour pouvoir vraiment l'apprivoiser. Donc je trouve aussi qu'il y a quelque chose de beau dans le Cancer qui vient nous rappeler de comment, puisque le Cancer est en carré au Bélier, est en carré à la Balance et en opposition au Capricorne, donc on est dans cette croix cardinale qui s'active à chaque solstice équinoxe, hein, donc qui montre qu'il y a un changement aussi, hein, puisqu'on est encore, en tout cas dans le zodiaque tropical, dans une référence par rapport au Soleil, donc par rapport à nous comme individus, hein. Et là, vraiment, dans l'étape Cancer, on doit intégrer cette richesse intérieure, cette douceur qui s'apprivoise. J'allais dire que le Bélier apprivoise, c'est-à-dire qu'on ne peut pas combattre puisqu'on ne prendrait pas en compte l'autre, la balance ou ses différences. On oublierait aussi de respecter notre monde émotionnel. On n'aurait peut-être pas de vision ou de plan stratégique dans le Capricorne. Donc, il y a vraiment toutes ces énergies-là au niveau archétypal qui sont présentes, hein, et qui vont nous apprendre, on pourrait dire, à coopérer avec notre monde émotionnel pour pouvoir, dans ce qui est mis en lumière, surtout que c'est la Lune qui est en Capricorne, hein, pendant la pleine Lune. Donc la Lune régit le Cancer, elle est en Capricorne, donc il y a quelque chose d'intéressant. Le Soleil est en Cancer, la Lune est en Capricorne, donc ils se répondent, hein, dans les luminaires, les instructeurs se répondent. Et dans le Capricorne, on est vraiment dans cette
comment justement une lune en Capricorne, comment depuis ma sphère intime, je peux être un gardien ou une gardienne de certaines structures, de certaines éthiques. Alors, au niveau individuel, ça peut se refléter dans un besoin de structurer quelque chose, de se discipliner, dans le sens noble du terme de discipline, qui est être un disciple de la vie. Et il y a aussi quelque chose par rapport au contrôle, et que je relisais les mythes liés au Capricorne. Il y en a un qui est assez beau, qui s'appelle, c'est le mythe d'une chèvre d'eau. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, qui s'appelait Priscus. Et Priscus était une chèvre d'eau qui était souverain du temps et qui était une chèvre des mers. Et c'était, il avait beaucoup d'enfants, mais il ne pouvait pas contrôler ses enfants. Ses enfants constamment voulaient remonter à la surface parce qu'ils étaient curieux de la Terre. Seulement, à chaque fois qu'ils allaient sur Terre, ils perdaient leur intelligence. Ils ne pouvaient plus petit à petit penser ou parler et devenaient des chèvres ordinaires. Et je trouve qu'il y a quelque chose de beau parce que, après, je vous laisse les mythes, ça résonne en fonction de chacun. Il y a quelque chose aussi, on voudrait contrôler peut-être les autres ou leur action ou ce qu'ils devraient faire dans cette énergie du Capricorne, de leur responsabilité, de ce qui est important. Et il y a quelque chose qui nous rappelle aussi qu'il y a toujours un endroit où, surtout par rapport à la responsabilité de chacun, qu'on peut avoir du mal à contrôler. Et du coup, Priscus, à un moment donné, inverse le temps et accepte que ses enfants aillent faire l'expérience de la Terre. Par contre, il ne veut pas mourir seul, enfin, il ne veut pas rester seul, donc il demande à Chronos de l'aider à mourir, et donc finalement il deviendra une constellation et il veillera sur ses enfants depuis les étoiles. Et je trouve ça assez beau aussi, puisqu'il y a une forme de sagesse, et ça c'est le Capricorne. Je suis désolée, je ne sais pas du tout, j'ai beaucoup de travaux, je ne pense pas que vous les entendiez, mais je m'excuse si vous entendez une vibration fine. Il y a quelque chose avec le Capricorne qui vient nous rappeler aussi cette sagesse, hein, ce besoin vraiment de il y a une forme d'acceptation de ce qui est et de ce qu'on ne peut pas changer et comment on va répondre aux choses, hein. Le Capricorne, il est dans le domaine de Saturne. Saturne actuellement est en Poisson. Alors c'est vrai que Saturne en Poisson, il y a une forme de dissolution totale des règles, où on a l'impression qu'il y avait des choses qu'on ne pensait pas possibles et qui semblent être possibles. Mais si on revient au Saturne individuel en Poisson, ça va nous demander d'aller chercher vraiment une maturité, une verticalité, dans nos responsabilités de notre sphère intime, on l'a vu dans le Cancer, et de notre sphère collective. Et enfin, quelque chose aussi qui accompagne toute cette pleine lune, c'est le carré à Neptune. Et le carré à Neptune, moi je me disais, tiens, comment ça peut... Et je me disais, dans cet axe Cancer-Capricorne, alors c'est pas un carré exact parce que Neptune est en Poisson, donc c'est pas un carré de signe, c'est un carré de degré pour ceux qui savent un peu plus cette précision. Mais je me demandais si c'était pas cette trahison, des fois, qu'on pouvait sentir avec Neptune, où on se dit, vous savez, le flou du sens, où on a l'impression que là-haut, ils nous ont abandonnés, ou que quelque chose nous a abandonnés face à certaines épreuves ou face à certains non-sens très réels, surtout dans le Capricorne, dans des choses qui peuvent être très réelles. Et ça me faisait repenser à un autre mythe, mais qui est différent, puisque c'est la trahison du mythe d'Ariane, où Ariane est abandonnée par Jason, et finalement, elle est rencontrée par Dionysos. Et des fois, vous savez, quand on a l'impression que quelque chose nous abandonne, ou que les personnes auxquelles on avait mis notre confiance, ou les institutions qui sont censées nous soutenir nous abandonnent, ça nous demande de nous laisser traverser et de nous laisser toucher par la grâce pour justement trouver ce Graal, et notamment dans certains mythes du Graal qui sont notamment, vous pouvez lire, je crois que c'est le conte, je ne sais pas, moi souvent je lis en anglais, donc c'est le roi poisson, hein, et une des fonctions qui est profondément blessée dans le Graal, c'est la fonction justement sentiment. C'est cette difficulté à pouvoir sentir. Et ce qui fait que le roi peut exercer, peut avoir un royaume, peut avoir cette ambition, mais s'il n'a pas rencontré ce feeling, c'est-à-dire ces sentiments, bah, quelque part, la terre reste malade, il reste malade, son peuple reste malade, ou sa manière de régner peut être tyrannique, parce qu'il n'a pas pu boire à la coupe du Graal. Et vous le voyez dans le conte, le Graal passe devant ses yeux et il ne peut pas y avoir accès, hein, vous savez. Et ça, c'est une ombre aussi des fois du Capricorne, qui est
au nom de nos ambitions personnelles, de notre besoin de contrôle, de réussir, d'être quelqu'un. On se coupe aussi parfois de boire à notre propre Graal. Et pourtant, si on reprend la sagesse des mythes, la sagesse des archétypes, surtout en nos temps où on nous a coupé beaucoup de la fonction symbolique, c'est comme ça qu'on recrée un gouvernement du Graal, avec chacun qui ait pu boire à cette coupe. Donc voilà pour cette semaine. Je vous souhaite à tous une belle semaine, une belle pleine lune. Je vais ouvrir les créneaux aussi pour les personnes qui sont natifs du Cancer, qui voudraient faire leur révolution solaire. La révolution solaire, ça permet de voir au moment de votre anniversaire, alors j'utilise plusieurs techniques, certaines un peu plus complexes d'astrologie ancienne, ça ouvre, ça remet dans une connexion aux étoiles. Ça ne dit pas ce qui va vous arriver tout le temps exactement, mais ça remet dans une lecture symbolique des choses. Et bien sûr, je reste à disposition et je vous partagerai bientôt les nouveaux projets aussi pour la rentrée.